En vue de réduire les dépenses des installations fixes des électrifications, la SNCF a équipé en 1950, à titre d'essai, la ligne Aix-les-Bains-La Roche-sur-Foron avec le courant monophasé 50 périodes, qui est le courant de tout le monde, à la tension élevée de 25 000 volts. Dans ce type d'électrification, les sous-stations sont peu nombreuses et leur importance est réduite. La caténaire, de son côté, est légère. L'emploi des locomotives les mieux adaptées au trafic est permis. Les essais ayant donné entière satisfaction, la SNCF décida d'appliquer le même type d'électrification à une ligne industrielle à gros trafic. C'est la ligne de Valenciennes-Thionville qui fut choisie. Celle-ci réunit le bassin du Nord, gros producteur de charbon, au bassin de l'Est, gros producteur de minerais, et dessert une région industrielle exceptionnelle, concentrée le long de la frontière du Nord-Est. Artère vitale de liaison entre ces diverses industries, si souvent complémentaires, cette ligne assure annuellement un trafic marchandises de l'ordre de 7 milliards de tonnes kilométriques, en majorité par train complet de fort tonnage, d'usine en usine. Le trafic des voyageurs est relativement faible, mais comporte cependant une certaine circulation de trains internationaux reliant l'Angleterre à la Suisse, de Calais à Bâle. Le profil de la ligne est accidenté. Partant de Valenciennes, elle s'élève avec des rampes atteignant 11 mm 5 par mètre, rampes sur lesquelles 2 locomotives à vapeur sont bien souvent nécessaires pour assurer la remorque des trains lourds. Après le tunnel de Martinsart, le profil est plus facile, jusqu'à la longue montée vers Audun-le-Roman, suivie d'une descente avec une pente de 10 mm par mètre sur près de 20 km jusqu'à Thionville. Évidemment, rampes et pentes sont inversées pour les trains allant vers Valenciennes. Cette ligne de chemin de fer traverse une région très bien desservie en énergie électrique, d'origine thermique, produite soit par les centrales minières du Nord, soit par la centrale d'Erserange, utilisant le gaz des hauts fourneaux.
Cette ligne possédait donc tous les avantages permettant une électrification. En amenant le courant industriel à 25 000 volts jusqu'au pantographe des locomotives, on réduit au minimum les installations de raccordement du chemin de fer au réseau public d'énergie. Avec ce type d'électrification, le nombre de sous-stations depuis Valenciennes jusqu'à Thionville est réduit à 7. En outre, une assez grande latitude étant permise pour l'implantation des sous-stations, 4 de celles-ci ont pu être incorporées dans un poste EDF sans y prendre beaucoup de place, comme le montre la partie encadrée d'un de ces postes. Avec une électrification 1500 volts, elles auraient été 4 fois plus nombreuses. Ainsi, on trouve 52 sous-stations sur Paris-Lyon pour une longueur de voie principale sensiblement double. Les sous-stations elles-mêmes sont bien plus réduites. Elles ne comportent que des transformateurs avec leurs disjoncteurs et un simple petit abri pour les appareils de contrôle et de télécommande. Une sous-station de 1500 volts nécessite, outre les transformateurs, des redresseurs installés dans un bâtiment assez vaste et un appareillage beaucoup plus important. Les installations de prise de courant du 25 000 volts sont également bien plus légères. Les poteaux et les consoles sont réduits à leur plus simple expression et la caténaire ne comporte que 2 fils. Tandis qu'avec le 1500 volts, 4 fils ayant au total une section 3 à 4 fois supérieure sont nécessaires. Avant de poser les installations de prise de courant, il a fallu, comme pour toute électrification, agrandir le gabarit des ouvrages d'art. Beaucoup de ceux-ci ont été relevés, dont certains importants, comme le pont de Thionville, ouvrage métallique pesant 4000 tonnes, qui a été relevé de 42 cm, sans interrompre la circulation routière. À Audun-le-Roman, c'est un pont en béton armé qui a été relevé. Les armatures des piliers de cet ouvrage, qui avaient été sectionnées, ont dû être rétablies après relevage en soudant des raccords aux armatures préexistantes avant réfection du béton. Le pont a été emprunté dès son relevage, avant même que le raccord de la chaussée ait été effectué. Sous d'autres ponts et sous tous les tunnels, les voies ont été abaissées. Il a fallu également améliorer la signalisation ancienne en vue de l'adapter à la traction électrique tout en la modernisant. Le bloc manuel Lartigue a fait place au bloc automatique lumineux. En ligne et dans les gares, les signaux mécaniques ont été supprimés et des signaux lumineux ont été installés. D'anciens postes mécaniques, ou même électriques, ont été remplacés par des postes modernes, ce qui a permis d'en supprimer un certain nombre, en réalisant ainsi des économies importantes. Par exemple, à Thionville, 3 postes électriques du type Siemens, qui avaient d'ailleurs fortement été endommagés par fait de guerre, ont été remplacés par un poste unique du type tout relais.
Voyons maintenant les travaux d'équipement. Les caténaires légères sont partout supportés par des poteaux en acier laminé et fixés à des consoles inclinées, isolés électriquement avec aubans horizontal et anti-balançant en tube. Les isolateurs ainsi placés le long des poteaux se trouvent en dehors de la zone des fumées des locomotives à vapeur qui accidentellement parcourent la ligne. Les fouilles pour la pose des supports de la caténaire ont été effectuées à l'aide d'une foreuse, chaque fois que le terrain s'y prêtait. L'exécution est plus rapide et le cube des fouilles et massif de béton moindre. Quand les poteaux ne sont pas mis en place et détenus dans les fouilles mêmes, des carottes sont laissées dans le massif pour réserver leur place. Les poteaux sont galvanisés, ce qui est une innovation pour des pièces de cette importance. La galvanisation se fait après perçage, effectué dans l'usine de galvanisation à l'aide de foreuses électriques à forêts multiples. Le passage par plusieurs bains différents de décapage et de lavage est nécessaire avant l'immersion dans le bain de galvanisation, bain dans lequel le zinc est maintenu en fusion. Après galvanisation, les poteaux sont amenés directement de l'usine, après classement, par un train distributeur et mis en place à la grue. Les poteaux sont ensuite réglés, calés, puis scellés. Les pièces destinées à supporter la caténaire ont parfois été mises en place à l'aide d'un train de service comprenant des wagons chargés avec les pièces à monter et un wagon plateforme, spécialement aménagé pour permettre aux ouvriers de travailler à la hauteur et à l'endroit voulu. La mise en place des consoles, haubans et autres pièces se fait ainsi commodément et rapidement.
La mise en place du câble porteur est effectuée à l'aide d'un train dérouleur composé de wagons dévidoirs sur lesquels sont placés les tourets de câble et d'un wagon avec plateforme surélevée. Celle-ci peut être mise à la hauteur voulue pour permettre l'accrochage du câble. Lors du passage du train, le câble est posé provisoirement sur des poulies qui permettent de faire un réglage correct de sa tension mécanique et de sa flèche. Après le réglage du porteur, des pendules provisoires, tiges recourbées en forme de crochet aux extrémités, sont placées sur le câble pour recevoir le fil de contact. Ce travail se fait à l'aide d'échelles roulant sur la voie. Toujours avec l'aide d'un train dérouleur, le fil de contact est ensuite mis en place. Il est réglé et fixé par les pendules définitives. Les fils de contact sont sectionnés tous les 1300 à 1500 mètres et un appareil tendeur automatique à poulie et contrepoids assure la constance de la tension mécanique des fils de contact malgré les variations de température. Dans les gares, telles Valenciennes, les caténaires sont supportés par de grands portiques souples transversaux composés d'un câble supérieur auquel on laisse prendre la forme d'une chaînette et qui supporte, à l'aide de pendules, un câble inférieur horizontal. C'est ce dernier câble qui porte la caténaire. Des isolateurs en porcelaine sont placés aux attaches des câbles des portiques sur les supports. Ces câbles sont donc isolés par rapport au poteau. La mise en place de tels portiques à travers un faisceau de voie est assez délicate. On remarque aisément la légèreté de l'installation 25 000 volts par rapport à celle du 1500 volts que l'on voit ici. Tous les appareils des sous-stations sont commandés à distance d'un poste central situé à Charleville, qui, en raison des progrès réalisés dans ces dernières années, est bien plus réduit que ceux de Paris ou de Dijon. Il est intéressant de comparer par l'image le nouveau poste de Charleville, avec ses installations vraiment réduites, et l'importance massive des commandes centralisées de Dijon et de Paris, qui furent, il n'y a pas si longtemps, le dernier cri de la technique. Les locomotives utilisées ont toutes la même silhouette nouvelle. Elles ne comportent qu'une seule cabine de conduite centrale, ce qui a entraîné des économies constructives importantes. Elles sont de 4 types différents.
Les CC à groupe tournant monocontinu. Et les CC à groupe tournant monotriphasé pour la remorque des trains de marchandises très lourds. Puis les locomotives BB à moteur monophasé direct à collecteur. Enfin, les BB à redresseur pour les services voyageurs et mixtes. Les formes de la cabine centrale de conduite ont été étudiées de manière à assurer une très bonne visibilité des signaux et de la voie, malgré son emplacement au milieu de la locomotive. Le champ de visibilité est parfaitement dégagé, tant vers l'avant que vers l'arrière. Les locomotives du type CC sont à récupération, c'est-à-dire possèdent un système de freinage électrique par récupération qui peut être utilisé pour toutes les pentes, si courtes soient-elles, et pour tous les ralentissements du convoi. La locomotive consomme du courant ou en produit. Son compteur marche tantôt dans le sens normal, tantôt à l'envers pendant la récupération. L'énergie produite vient en déduction de l'énergie consommée, de sorte que l'énergie nécessaire pour remorquer une tonne est en moyenne de 11 Wh par kilomètre, ce qui est peu. Alors qu'avec la vapeur, la double traction est nécessaire, celle-ci, quoique prévue dans le projet, est en fait inutile avec l'électricité. Le tonnage moyen remorqué a été de 1350 tonnes par train pour les locomotives du type CC et de 1050 tonnes par train pour les locomotives du type BB à ignitron pendant les 9 premiers mois de l'électrification. Quant aux distances parcourues par les locomotives, elles atteignent des moyennes journalières de l'ordre de 650 km pour les BB et de 500 km pour les CC. Les économies de combustible sont fortes. Il faut 295 000 tonnes de bon charbon, en partie coquet-fiable, pour assurer le trafic avec des locomotives à vapeur. En traction électrique, il suffirait de 80 000 tonnes de charbon pour produire dans des usines thermiques toute l'énergie nécessaire. Mais comme l'énergie électrique n'est que partiellement produite en France à partir du charbon, il suffira en fait de 38 000 tonnes de charbon, et encore, parmi ces 38 000 tonnes, 28 000 tonnes représentent des bas produits qui ne peuvent être brûlés que dans de grandes centrales spéciales. Et seules 10 000 tonnes sont du charbon marchand, de valeur équivalente à celle des 295 000 tonnes nécessaires aux locomotives à vapeur. Les économies de combustible sont donc considérables, mais l'économie d'énergie n'est pas la seule. Il y en a encore et de plus importantes sur les frais de conduite et d'entretien des locomotives et sur les dépenses des dépôts. Ce type d'électrification permet de remorquer avec les locomotives les plus légères les trains les plus lourds d'Europe sous les caténaires les plus légères du monde. Desservant une région fortement industrialisée, le trafic de l'artère nord-est est caractérisé par une forte densité de trains complets très lourds. En traction vapeur, ce service était assuré par des locomotives à 5 essieux moteurs couplés du type 150X. D'autre part, des rampes à 10 pour 1000 rendaient nécessaire l'utilisation de chevaux de renfort, personnifiés par la présence d'une machine qui poussait les trains en queue afin d'éviter des ruptures de charge.
Le programme tracé en traction électrique ne prévoyait plus qu'une seule locomotive électrique pour le franchissement de ces rampes. C'est la raison pour laquelle il fut décidé d'adopter le type CC à fort poids adhérent de l'ordre de 120 tonnes. Une solution sûre consistait à conserver des moteurs de traction à courant continu qui avaient déjà fait leurs preuves et de les alimenter par un groupe convertisseur rotatif transformant le courant monophasé en courant continu. Ainsi est née la locomotive CC 14100 de conception Alstom. Pour ce type, le courant monophasé à 25 000 volts capté sur la caténaire alimente le primaire du transformateur principal TP. Le secondaire à 3000 volts alimente le stateur du moteur synchrone MS. Deux génératrices à courant continu, GP, calées sur l'arbre du moteur synchrone, alimentent sous tension variable de 0 à 750 volts les 6 moteurs de traction M à courant continu branchés en parallèle. Ce qui caractérise la CC 14100, c'est le groupe mono-continu dont on effectue ici la mise en place sur le châssis de la locomotive dans le hall de montage du constructeur. Sur le groupe, le moteur synchrone en constitue la partie centrale. Les deux génératrices à courant continu sont situées de part et d'autre. Les trois carcasses distinctes sont boulonnées entre elles et centrées par emboîtement circulaire sur deux flasques communs. Le groupe, d'un poids total de 21 tonnes, repose sur le châssis par l'intermédiaire de plots en caoutchouc. La locomotive du type CC à fort poids adhérent permet sans difficulté l'adoption d'un organe aussi lourd. La locomotive à marchandises de faible puissance massique est bien le domaine de prédilection de la machine à groupe. En possession de la solution satisfaisante, telle que l'a donnée la CC 14100, la SNCF a jugé utile d'expérimenter la locomotive à groupe convertisseur mono-triphasé, permettant d'utiliser des moteurs triphasés à cage, sans collecteur, qui ne nécessitent qu'un entretien minime. La société Oerlikon construisit alors la CC 14000. Dans cette machine, le courant à 25 000 volts alimente le primaire du transformateur principal. Le secondaire, à 1100 volts, alimente un groupe convertisseur de phase monophasé triphasé. Ce dernier alimente à son tour un groupe convertisseur de fréquence qui fait varier de 0 à 135 périodes la fréquence du courant, alimentant les 6 moteurs de traction asynchrone à cage. Les machines de la CC 14000 forment deux groupes. Le moteur synchrone et la génératrice à courant continu sont réunis et forment le groupe synchrone convertisseur de phase qui tourne à vitesse constante. La machine asynchrone et le moteur à courant continu forment le groupe asynchrone convertisseur de fréquence. La conversion ainsi réalisée permet de donner au moteur de traction triphasé à cage une souplesse analogue à celle du moteur série. C'est ici l'assemblage d'un groupe synchrone. Les deux rotors, une fois assemblés, sont introduits dans les carcasses. Celles-ci seront à leur tour boulonnées entre elles, de façon à constituer un ensemble indéformable. Si les trains lourds du service marchandises exigent des machines puissantes mais relativement plus rapides, le service voyageurs nécessite des locomotives plus nerveuses et capables de vitesse. Il fut donc décidé pour cela de construire le type BB 13000 à moteur direct qui exige une forte accélération au démarrage et se trouve de ce fait bien adapté à ce service. La construction en fut confiée au groupe Gemont-Schneider. Le courant capté à la caténaire à la tension de 25 000 volts vient alimenter par l'intermédiaire de disjoncteurs le transformateur principal TP. Un graduateur de tension disposé côté primaire permet par l'intermédiaire du secondaire l'alimentation directe sous tension variable de 0 à 350 volts des 4 moteurs de traction monophasés à collecteur M branchés en parallèle.
Mais là résidait le problème, construire des moteurs fonctionnant directement sous courant monophasé 50 périodes. Dans le moteur adopté, des connexions en métal résistant, montées suivant une disposition entièrement nouvelle, relient les sections de l'induit aux lames du collecteur, afin de réduire les courants de court-circuit. Elles permettent simultanément une élévation de la tension d'alimentation du moteur. Les porte-balais en nombre imposant sont munis de dispositifs répartiteurs de pression qui assurent une égalisation des efforts sur les balais d'une même ligne. Les courants de court-circuit, déjà réduits par les connexions résistantes, le sont encore par l'emploi de balais divisés et par l'isolement des faces des porte-balais. Une autre caractéristique technique de ce moteur est le système de réglage de la commutation qui comporte 3 taux suivant la vitesse. L'enroulement de commutation est shunté, aux basses vitesses par capacité et résistance, aux vitesses moyennes par résistance, aux vitesses élevées par inductance et résistance. Dans tout parc de locomotives, il est bon d'avoir des locomotives mixtes pouvant assurer indifféremment un service voyageur ou un service marchandises, de façon à apporter de la souplesse dans l'utilisation du parc. Ainsi fut décidée la construction de la BB 12000 de conception Schneider Westinghouse, avec un équipement de redresseur à vapeur de mercure scellé du type ignitron, permettant l'alimentation en courant presque continu des moteurs de traction classiques à collecteur. Dans cette locomotive à ignitron, le courant à 25 000 volts vient alimenter le transformateur principal TP. Un dispositif de graduation de tension, placé côté primaire, permet l'alimentation sous tension variable d'un ensemble de 4 blocs ignitron qui redressent le courant avant d'alimenter les 4 moteurs de traction branchés en parallèle. Ces derniers sont de simples moteurs série à courant continu à tension d'alimentation réglable de 0 à 750 volts. Mais qu'est-ce qu'un ignitron? C'est en somme une grosse valve électronique refroidie par eau et capable de débiter 1000 ampères en régime continu. Voyons de plus près son principe et son fonctionnement. Une enceinte hermétiquement close, où l'on s'est appliqué à faire un vide presque parfait, renferme 2 pièces maîtresses. Une anode en graphite et une cathode constituée par du mercure. Chaque fois que le potentiel de l'anode est supérieur à celui de la cathode, un arc jaillit entre ces 2 pièces, à la condition toutefois de faire apparaître au bon moment sur le mercure de la cathode une zone d'ionisation intense, la tache cathodique. C'est le rôle de l'ignitaire, composé semi-conducteur, obtenu à partir du carbure de bore et de tungstène traités au creuset. On envoie donc 50 impulsions de courant par seconde dans l'ignitaire, provoquant ainsi l'allumage et l'extinction de la tache cathodique 50 fois par seconde. Les ignitrons sont groupés par 2 dans des blocs comportant tout l'appareillage d'excitation nécessaire à la commande du fonctionnement des tubes. Chaque locomotive BB 12000 comporte 4 de ces blocs. Le principe de fonctionnement et la caractéristique principale de chacun des 4 types de locomotives étant maintenant établis, on peut dire que le tour d'horizon sur ces nouvelles formules de traction électrique était nécessaire afin de ne fermer la porte à aucune des solutions présentées. Mais la rançon de cette diversité semble devoir être la mise en service simultanée d'un grand nombre d'organes très différents devant compliquer le démarrage du nouveau système d'électrification. Pour y remédier, un des principaux soucis des techniciens a été d'unifier et de standardiser au maximum.
Dans ces calmes paysages des campagnes françaises, les trains se glissent, remorqués par de puissantes locomotives à vapeur. Que de progrès depuis la vénérable fusée de Stephenson, qui serait aujourd'hui plus que centenaire. Cependant, pour l'équipe qui passe de longues heures à son bord, quelles conditions de travail offre une locomotive à vapeur? Gêné par le long corps cylindrique qui le précède toujours, le mécanicien ne dispose que d'un faible espace pour observer la voie et les signaux. Par les froids les plus intenses et par la pluie, il doit rester debout, penché, tandis que son compagnon, inconfortablement installé à cheval sur la machine et le tender, engouffre sans relâche des tonnes de charbon dans le foyer. La fumée complique encore la tâche de l'équipe, en se rabattant sur toute chose qu'elle salit au passage. Nous qui sommes sensibles à la poésie vivante de la locomotive à vapeur, pensons-nous parfois qu'elle impose à ses serviteurs une tâche aussi rude que celle du mineur? Comme la locomotive électrique nous paraît par contre spacieuse, moderne, agréable à accompagner, le conducteur électricien, à l'abri des intempéries, embrassant sans effort toute la voie d'un seul coup d'œil, à travers le cercle de l'anti-buée, est placé dans les conditions idéales pour assurer la sécurité au lourd convoi dont il a la responsabilité. Le pantographe, par son contact continu avec la caténaire, reçoit le courant électrique à 1500 volts. Discipliné par un mystérieux appareillage qui exige plus de 5000 mètres de fil, il va animer 4 puissants moteurs de chacun 1000 chevaux. Mais la moderne 2D2 que nous accompagnons a eu des ancêtres qui nous font maintenant sourire. En 1893, la locomotive à accumulateur du Nord. 1894, la locomotive thermoélectrique Heilmann, puis 2 projets qui ne virent pas le jour. 1895, une machine de 300 chevaux circule près de Saint-Germain. Depuis, les locomotives électriques captent leur énergie à l'extérieur. 1897, la première locomotive du PLM. 1900, les premiers tracteurs de la banlieue ouest qui sont toujours en service. 1924, les rames métalliques de la banlieue Saint-Lazare. 1937, le matériel moderne de la banlieue Montparnasse. Et les célèbres rames Budd qui atteignirent 187 km/h. Les locomotives de 1900 de la compagnie d'Orléans modifiées circulent encore. 1910, brève apparition du courant alternatif en France. 1921, première locomotive à 1500 volts, continue. 1923, première locomotive à grande vitesse. 1924, les prototypes de la compagnie d'Orléans pour Paris-Vierzon, dont l'un donne la naissance au 2D2 actuel. 2D2, c'est-à-dire 4 essieux moteurs, D, encadrés par 2 bogies porteurs. Il existe plusieurs types de 2D2. Le type 700, le type 500 ouest, puis, fonçant en pleine vitesse, les récentes 5500 du sud-ouest. Suivons la 5550 qui va assurer un train. Le panneau monte, les compresseurs ronflent. Quelques minutes à peine de préparation et, après l'enchevêtrement des aiguilles d'avant-garde, cette machine de 130 tonnes va accoster doucement son convoi. Une légère poussée, imperceptible aux voyageurs, voilà qui dénote déjà une certaine adresse.
Exposition rétrospective imprévue. Où est-il le temps où cette modeste 030 représentait le dernier cri du progrès? Mais voici l'heure du départ. Un léger effort. Le contrôleur au premier cran, le servomoteur obéit aussitôt, 350 ampères. Le conducteur surveille le démarrage, attentif à son ampèremètre et au patinage. Doucement, mais irrésistiblement, le train de 700 tonnes s'ébranle. Au début, les moteurs restent couplés en série. On ne leur applique ainsi que le quart de la tension. Chaque position du contrôleur est répétée par un servomoteur, actionnant les contacteurs de la partie haute tension. Les résistances insérées dans le circuit de traction sont progressivement éliminées. La vitesse s'accroît. Arrivé au dernier cran du couplage série, le contrôleur est ramené à 0. Le conducteur passe au couplage série parallèle. Les moteurs fonctionnent à la moitié de la tension. Les résistances sont de nouveau éliminées. Docilement, les photographes s'abaissent au passage des ponts. « 80 km/h. Balayés sur une large surface par la caténaire, les frotteurs des panneaux captent un courant de près de 2000 ampères. De la même façon que précédemment, les moteurs sont maintenant couplés en parallèle. Lorsque les résistances seront une troisième fois éliminées, la vitesse maxima sera atteinte. Voici à 100 km/h. 3 minutes se sont écoulées depuis le départ. La vitesse continue à croître. Et à bord de la 5550, aucune vibration, aucun mouvement parasite. Le convoi glisse avec une saisissante impression de puissance. À bord de la 2D2 Ouest que nous accompagnons maintenant, nous retrouvons la puissance, la souplesse, la tranquillité de la 5550, comme en témoignent les faibles déplacements relatifs des tampons. Les locomotives type 2D2 parcourent plus de 220 000 km entre révisions. Toutes celles antérieures à 1942 ont à leur actif plus d'1 million de kilomètres. Certaines en ont même plus de 3 millions. Indifférente aux éléments qui se déchaînent, la 5550 avec ses 4000 chevaux ne nous apparaît-elle pas un peu comme une nouvelle force de la nature? Dans aucun transport, la sécurité n'a été poussée aussi loin que sur le rail. Il y a des chiffres qui parlent d'eux-mêmes.
1930, la Pacific Vapeur RN. Mais derrière cette Pacific, il y avait un tender de 85 tonnes. Et dans le tender, 5 tonnes de charbon et 30 mètres cubes d'eau. Eh bien, en 200-250 km, le tender était vidé. Qui plus est, cette machine, tous les 200-250 km, devait revenir au dépôt pour refaire les pleins d'eau et de combustible et procéder à un graissage complet. Vous comprenez donc que dans ces conditions, les constructeurs et les exploitants de matériel ferroviaire aient cherché à s'affranchir de ces servitudes inhérentes à la vapeur. La solution, l'idéal, ben oui, c'était l'électricité. Seulement voilà, il fallait mettre en œuvre de nouvelles technologies. Et voilà pourquoi la traction électrique a mis à peu près un siècle à s'imposer. D'abord, au début de, disons, 1850, traction par batterie, les accumulateurs, et puis avec le développement du tramway et du métro, la traction électrique par courant continu caténaire ou troisième latéral s'est développée, et puis peu à peu, la traction courant continu s'est étendue sur l'Europe. Mais la véritable révolution dans le domaine de la traction électrique est intervenue après la Deuxième Guerre mondiale avec le développement de la traction à courant alternatif que l'on appelle la traction à courant industriel, c'est-à-dire le courant que nous utilisons. Et le plus beau symbole de cette traction à courant industriel monophasé, 50 périodes, 25 000 volts, eh bien vous le voyez derrière moi, c'est le TGV. Ici, c'est chez Alstom à Belfort, cette motrice POS qui va être utilisée sur Paris-Strasbourg, le TGV-Est, est en cours d'essai et vient juste de sortir des ateliers. Autrement dit, elle est toute top. Le propre de la traction électrique, vous l'avez bien compris, et que l'engin utilise une source d'énergie extérieure. Dans le cas d'une locomotive à vapeur ou d'une locomotive diesel, elles fabriquent leur propre énergie. Dans le cas de la traction électrique, elle va puiser son énergie à l'extérieur. Et comme la locomotive se déplace, eh bien, il faut imaginer un contact glissant entre un fil et la locomotive. C'est ça qu'on appelle le couple pantographe-caténaire. La caténaire, je vous rappelle comment c'est constitué. La caténaire est constituée de deux fils. L'un, un fil porteur, entre deux poteaux, auquel on suspend un fil de contact. Et le pantographe, c'est-à-dire ce système articulé, vient frotter sur le fil de contact. Explication, là vous imaginez, ici, il y a le fil de contact de la caténaire. Dessus vient s'appliquer le pantographe. Le pantographe, c'est un système articulé, de façon à suivre les dénivellations de la caténaire, qui n'est jamais parfaitement parallèle à la voie. Petite explication. Sur les premières locomotives, les pantographes étaient lourds, massifs, en forme de losange. Avec l'apparition de la traction à courant alternatif, et de façon à avoir le meilleur contact possible, on a allégé le système et diminué son inertie, de façon à ce qu'il épouse bien toutes les dénivellations de la caténaire. D'où la naissance de ce que l'on appelle des pantographes unijambistes, c'est-à-dire à un seul bras. Vous en avez ici, chez Alstom, en cours d'installation sur la toiture de locomotive sur laquelle je me trouve, des derniers modèles d'unijambistes. Vous avez les deux bras articulés qui permettent de monter et de descendre, et vous avez la surface de contact qui est constituée par, vous voyez, c'est ce qu'on appelle l'archet, avec les cornes de l'archet, pour ne pas accrocher la caténaire, et les surfaces de contact, ici, comme c'est un panneau pour courant continu, donc forte intensité, on a doublé les surfaces de contact, et c'est des barrettes en cuivre. En courant alternatif, il n'y a qu'une seule semelle de contact avec des barres en carbone, qui doivent être changées régulièrement. Car vous l'avez bien compris, le fil de contact ne va jamais passer au même endroit, et il est réglé, la caténaire est réglée de façon à ce qu'elle balaye toute la surface de contact. Ça, c'est la théorie. Mais dans la pratique, les choses sont beaucoup plus complexes. Et parfois, c'est un véritable casse-tête pour les techniciens de la SNCF. Pourquoi? Parce que vous avez un véhicule qui roule à très grande vitesse, jusqu'à 300, 320 km/h pour un TGV. Vous avez ensuite une caténaire qui n'est pas parfaitement horizontale, dont la hauteur diminue, par exemple, quand on passe dans les tunnels ou sous les ponts. À noter que pour la ligne à grande vitesse pour TGV, on essaye de la maintenir la plus parallèle à la voie possible. Enfin, dernier point, avec la pression aérodynamique du vent, lorsqu'on est à l'avant de la machine, le pantographe, lui, va tendre à remonter et à soulever la caténaire. Et lorsque l'on va passer au droit des supports, le pantographe va redescendre, mais il risque de décoller de la caténaire, et à chaque fois qu'il décolle, eh bien, on forme des arcs électriques. Qui dit arc électrique dit évidemment
arrachement de métal, ce qui peut amener jusqu'à la destruction à la fois du fil de contact et de la caténaire, et que l'on cherche à tout prix à éviter. D'où des astuces pour maintenir le contact le plus propre possible. Ces astuces, c'est, par exemple, regardez, vous voyez que l'archet est monté sur un deuxième système. Sur le TGV, on a mis au début des pantographes à 2 étages. Un premier étage pour les grands débattements et un petit étage pour les petits débattements. Enfin, dernier point, comme pour les Formule 1, on règle la pression aérodynamique, vous voyez ici, avec des déflecteurs. Et le réglage est propre à chaque type de locomotive en fonction de son profil aérodynamique. Reste que ce couple pantographe-caténaire connaît une limite. C'est un peu le point faible de la traction électrique. Je m'explique. La caténaire, vous l'avez vu, c'est un fil tendu. Et comme tout fil tendu, eh bien, il va jouer le rôle d'une corde de violon ou d'une corde de piano, c'est-à-dire qu'il a une fréquence propre de vibration, qui est fonction, bien entendu, de sa tension. Plus la tension est forte, plus la fréquence est élevée. C'est ce que l'on fait lorsque l'on pince les cordes, lorsque l'on joue du violon. Eh bien, il en est de même pour le pantographe avec la caténaire. À mesure que la vitesse augmente, on va rattraper l'onde de déformation qui oscille autour de 600 km/h. Autrement dit, vous l'avez bien compris, la limite, je dirais, théorique pour un record, pour le TGV, est de l'ordre de 600 km/h. Mais dans la réalité, on est bien en dessous dans l'exploitation commerciale, puisque sur le TGV Est, on va circuler à 320 km/h en toute sécurité.